Pendant longtemps, on a voulu faire croire que la sécurité de l'Afrique devait forcément venir de l'extérieur. Des bases militaires étrangères disséminées sur le continent, des accords de défense signés dans le secret des bureaux, des opérations antiterroristes décidées loin des villages concernés, le récit officiel tenait en une phrase « Sans nous, ce serait le chaos ». Mais à force de voir la guerre, la peur et la pauvreté cohabiter avec des drapeaux étrangers, une question simple s'impose. Au fond, qui protège qui? Depuis quelques années, le décor change brutalement. Des régimes remettent en cause d'anciens accords, expulsent des troupes, dénoncent des présences jugées intrusives, pendant que de nouveaux acteurs se présentent comme des alliés sans leçon de morale. La France, par exemple, a été chassée de partout en Afrique francophone, du Mali au Niger, en passant par le Burkina Faso et le Sénégal. Elle est devenue sans domicile fixe, ne gardant que quelques bastions, comme le Gabon, la Côte d'Ivoire ou encore le Tchad, tandis que les États-Unis maintiennent le Kenya, la Russie s'implante en Centrafrique et au Mali, et la Turquie, elle, ou les Émirats arabes unis, avance au Soudan ou en Somalie. L'Occident n'est plus le seul sur le terrain. D'autres puissances avancent leurs pions, signent des contrats, livrent des armes et installent des bases militaires et des instructeurs. Ce qui était présenté comme un partenariat de sécurité ressemble aujourd'hui de plus en plus à un grand marché mondial de la protection où chaque capitale cherche le meilleur fournisseur ou le moins contraignant politiquement. Au cœur de ce jeu de chaises musicales sécuritaires, les populations, elles, regardent le bilan concret. Malgré des années de présence militaire étrangère, certaines régions restent en proie aux attaques, aux déplacements forcés, à la fermeture des écoles et des marchés. Les habitants voient défiler des uniformes différents, entendre des discours différents, mais leur réalité change peu. Routes impraticables, administration absente, services publics effondrés, la question de la souveraineté ne se limite plus aux drapeaux qui flottent sur une base. Elle se mesure à la capacité effective de l'État à protéger, nourrir et écouter sa population. Face à ce constat de nouveaux regroupements régionaux émergents, portés par la promesse d'une sécurité, par et pour les Africains émergent. Des alliances militaires se créent entre pays voisins. Certains annoncent clairement vouloir se passer de certains partenaires historiques pour affirmer leur autonomie stratégique. Sur le papier, l'idée est forte. Reprendre la main sur son territoire, ses priorités, son calendrier, et ne plus subir l'agenda sécuritaire des autres. Mais cette montée en puissance régionale pose une autre question. Ces nouvelles coalitions seront-elles réellement au service des citoyens ou simplement au service de régimes fragilisés qui cherchent à se protéger eux-mêmes? Car derrière le discours sur la lutte contre le terrorisme se cachent parfois des objectifs moins avoués. Contrôle des oppositions, verrouillage de l'espace civique, instrumentalisation de la peur pour justifier des mesures d'exception. Quand l'armée devient la première réponse à tout, insécurité, contestation sociale, revendication politique, la frontière entre la sécurité nationale et la sécurité du pouvoir devient floue. Le risque est alors de remplacer une dépendance à des armées étrangères par une dépendance à des appareils sécuritaires locaux tout aussi peu redevables devant les citoyens. En parallèle, la bataille de l'image et du récit fait rage. Chaque puissance étrangère se présente comme partenaire fiable, allié loyal, ami historique ou nouvel ami, sans arrière-pensée. Les campagnes de communication, les médias, les réseaux sociaux deviennent des terrains où se joue la légitimité de chaque présence militaire, avec des narratifs qui accusent les uns de néocolonialisme et les autres de mercenariat. Et parfois les deux. Dans cette cacophonie, la voix des Africains ordinaires, ceux qui vivent à côté des bases, sur les routes des convois, dans les zones de conflit, reste la moins entendue, alors que ce sont eux qui payent le prix le plus lourd. Au fond, le sujet n'est pas seulement qui vient protéger l'Afrique, mais de quel type de sécurité l'Afrique a vraiment besoin. Une sécurité qui ne se mesure pas seulement en nombre de blindés, mais en écoles ouvertes, en terres cultivables, en justice qui fonctionne, en jeunes
qui n'ont plus besoin de choisir entre la migration forcée, l'économie informelle ou encore les groupes armés. Tant que ces dimensions resteront secondaires, les bases militaires pourront changer de drapeau sans que la vie des gens change vraiment. Alors, on en revient à une question qui fâche, mais une question qui éclaire tout. Qui protège qui et contre quoi? Si la réponse reste floue, c'est que le rapport de force n'est pas encore très clair. Et c'est précisément là que l'éditorialiste tient à rappeler que la souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours, elle se prouve dans la façon dont on défend sa population, son territoire et son droit de décider seul de ses alliances.